Et pour revenir un peu sur la question des autres et un peu de la pensée commune, est-ce que tu as eu une impression particulière du regard des autres sur toi quand tu étais décrocheuse ou quand tu as tenté de reprendre? Comment est-ce que tu trouvais ce regard si jamais tu le sentais? Est-ce qu'il était pesant? Et quand je parle des autres, il y a le regard un peu de la société, donc potentiellement aussi le regard de ta famille, si tu veux en parler, hein, bien évidemment. Alors moi, ma famille, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, ils ont jamais cessé de croire en moi. Par contre, là où je peux témoigner et qui a été très très dur, c'est le regard des médecins qui me disaient ah non mais médecine, faire un bac S, mais t'y arriveras jamais. Qui a son bac S maintenant? Bah c'est moi. Et non, c'était vraiment horrible quand je leur disais bah voilà, moi ça fait 4 ans que j'ai pas été en cours, j'aimerais faire un bac S pour faire médecine. C'est non mais déjà le bac, je pense que tu peux plus te diriger vers un bac STMG ou un bac pro que sinon tu sais il y a plein de métiers sans bac, tu peux faire des formations. Tu sais il y a l'école d'infirmière, je disais ah oui mais il faut le bac. Ah oui c'est vrai. Donc franchement les médecins quand ils écoutaient mon histoire, me connaissant pas, donc d'un avis totalement extérieur, ils me jugeaient totalement en mode bah elle y arrivera jamais. Moi je les ai pas cru. Même s'il y a eu des moments où je me disais bah ils ont peut-être raison, enfin au bout de 4-5 ans de décrochage, j'ai pas fait de collège, vraiment c'est compliqué. Mais j'avais la chance d'avoir un super papa qui m'a toujours poussée, qui m'a dit mais non moi je crois en toi, t'y arriveras, t'y arriveras, t'y arriveras. Et bah ouais, j'y arrive. Moi je ferai pas médecine, peut-être pas, peut-être que si, on sait pas, j'y suis pas encore. Mais au moins je suis épanouie. T'as parlé tout à l'heure de camarades de classe quand t'étais encore toute jeune. Est-ce que par rapport aux jeunes de ton âge, aux rencontres que tu fais, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui à expliquer que t'as été décrocheuse? Non, c'est ma fierté. C'est ma fierté parce que bah moi j'ai eu un bac sans collège. Donc moi j'en suis grave fière. Enfin, c'est clairement le truc dont je suis le plus fière dans ma vie quoi. Genre j'ai réussi à passer mon bac S sans aller au collège. Donc maintenant je le dis ouais, moi j'ai décroché pendant 5 ans. Limite je me présente bonjour Marion, j'ai décroché pendant 5 ans. C'est ma fierté genre bah ouais, j'ai décroché, j'ai été dans la galère mais maintenant je m'en sors et bah c'est limite il y a limite plus de mérite à avoir décroché, à avoir réussi à reprendre un rythme, parce que ça aussi on n'en parle pas, mais le fait de décrocher, on n'a plus de rythme. La plupart du temps, on se couche à 5 heures, on se réveille à 15 heures. Enfin, je pense que pas mal de décrocheurs, pour le coup, ça le font. Et c'est vrai que reprendre un rythme, c'est ultra compliqué. Quand on a passé je sais pas combien de temps à dormir la journée et vivre la nuit, se lever à 8 heures du matin, et encore, c'est super dur. Donc ouais, ça. Et moi, je sais que maintenant, oui, c'est ma plus grande fierté. Je suis là, je le dis ouvertement, enfin, pas de souci. Et est-ce que c'était le cas à l'époque quand t'étais dedans par rapport aux personnes que tu rencontrais qui avaient plus ou moins ton âge? Bah, non, c'était un peu une tare. C'était une tare parce que, ah, tu fais quoi toi? Bah, je fais rien. Ah bon? Mais t'es pas au collège, t'es pas au lycée, mais t'as quel âge? Bah, je fais rien quand même. Je sais pas quoi te dire là, je sais pas, je fais rien. J'ai décroché, j'ai pas les cours, j'essaye, j'y arrive pas. Et non, c'était vraiment une honte, alors que bah, justement maintenant c'est devenu ma force quoi. Mais moi je me rappelle à l'époque, je suis retombée là-dessus sur tu sais, les souvenirs Facebook. En 2012-13, sur mon mur, les anciens de mon collège écrivaient alors bien la sécheuse. J'étais à quel moment je sèche? Je suis pas là en fait, je viens plus, t'as pas compris? Je sèche pas, je suis pas bien. Et en fait, ça peut être drôle pour eux, mais c'était hyper blessant pour moi. Et du coup, bah, ça n'avait pas été facile, mais maintenant, ce dont j'avais honte, bah, je le crie partout. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, justement, quand tu étais en décrochage, il y avait des choses que tu savais pertinemment ne pas vouloir? Et oui. Et en fait, c'est bien que tu mettes le doigt dessus parce que c'est ce qui m'a poussée à aller de l'avant. Parce que avant, enfin, je savais en partie ce que je voulais, c'est-à-dire avoir un bac S et faire de la médecine. Mais je savais surtout ce que je voulais pas. Et c'était bah, ne rien faire en fait. Et moi j'aimais apprendre et peu importe ce que j'apprenais, j'avais besoin de le faire. Bon, on m'aurait mis dans une classe de littérature, j'aurais peut-être moins apprécié. Mais ouais, je savais ce que je voulais pas et bah, c'est beaucoup plus simple de savoir ce que tu veux pas parce que on te propose, ah non, ça c'est no way. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a pas mal aidé de savoir que je voulais pas ne rien faire. Mais je pense que personne ne veut ne rien faire. Ouais, mais ça, c'est un cliché qui a la dent dure. Moi, j'ai l'impression qu'on associe les décrocheurs à des paresseux. Bah ouais, complètement. Mais ce qui est pas vrai, c'est pas de la paresse en fait, c'est juste. Enfin, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais entre guillemets, un moment de perdition.
On pourrait dire ça comme ça. Parce que tu sais pas où t'en es, parce que tu sais pas ce que t'as envie peut-être, parce que t'as envie de faire des choses qui sont peut-être pas accessibles tout de suite, parce que plein de trucs en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que tu décroches, mais en vrai, je pense que très peu, c'est la paresse. Bon, il y en a certains si, hein. Moi, je vois à la fac, j'ai une amie, elle est là une fois sur trois, elle a la flemme, hein, on le sait très bien. Mais c'est rare et on qualifie pas ça de décrocheur, entre guillemets, tu vois. Quoique, on pourrait, parce qu'elle décroche au fur et à mesure. Parce qu'un cours, elle est là, un cours, elle est pas là. Et pourquoi est-ce qu'on qualifierait pas ça de décrochage, justement? Est-ce que c'est en lien avec le fait que ce soit post-bac? Non. Non, non, moi je vois juste ça comme les paresseux. Pour moi, c'est pas des décrocheurs, c'est juste des paresseux. Enfin, je trouve que décrocheur, c'est un peu comme mettre une étiquette. Tu vois, comme mettre ah, toi t'es schizo, ah, toi t'es bipolaire, ah, bah toi t'es décrocheur. Enfin, non, ça devrait pas. Enfin, c'est juste une période, tu vois. C'est pas comme une maladie factuelle ou qui est là tout le temps. Genre, décrocheur, c'est une période et mettre une. C'est horrible, comme tu disais tout à l'heure, moi, décrocheur, c'est quoi? C'est hyper péjoratif en fait, alors que ça devrait pas. Moi, je pense que la plupart des décrocheurs, ils ont une intelligence qui font qu'ils décrochent. Parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, parce que plein de raisons, mais certainement pas parce que... Bah, la flemme, quoi. Bah si, il doit y en avoir une petite partie, mais je pense que ouais, c'est juste qu'ils collent pas au système actuel. Pourquoi, au lieu de mettre une étiquette sur les décrocheurs, on mettrait pas une étiquette sur le système qui déconne? Parce qu'on est moins... Parce qu'on est moins, on est une minorité, donc c'est nous qui déconnons et pas le système. Bah non, je pense qu'il y a des failles partout. C'est très très juste. Mais de ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de la note, très important, parce que ça met une pression monumentale. Et tu as parlé aussi de la communication avec les parents. Et ça, je trouve ça super important. Parce que c'est vrai que, je prends un exemple, j'ai une amie qui là décroche, entre guillemets. Bon, elle a retrouvé un petit taf en attendant, donc ça c'est bien, elle se remet dans la vie active. Mais pendant une période, elle faisait rien et sa maman était là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Et moi, elle venait me voir, elle me disait, mais quand elle me dit ça, mais j'ai plus envie de rien faire, quoi. Bah ouais, parce que mais elle arrivait pas à lui dire non plus que ça l'oppressait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de communication, et quand il n'y a pas de communication, il y a un moment où ça arrive au clash ou quelque chose comme ça. Alors je pense qu'une des clés aussi, c'est la communication. Que ce soit avec les profs ou avec des professionnels ou avec la famille ou avec soi-même. Parce que parfois on se communique pas assez les informations, on les rejette et ça ressort sous différentes formes qui sont pas les bonnes. Et du coup, tu aurais des trucs et astuces toi, que tu as mis en place pour justement communiquer avec toi et essayer d'ouvrir la porte à ta communication avec ton petit moi intérieur et du coup potentiellement avec ton papa et du coup potentiellement avec tes profs, il y a des choses que tu as essayé de mettre en place qui ont marché, pas marché? Alors avec les profs c'est encore un peu compliqué parce que j'ai pas assez de confiance en moi là-dessus dans le niveau scolaire pour aller... Bah, je dois le faire, ça c'est un truc à faire, faut que j'aille voir ma prof d'anglais et que je lui dise que ces cours là, bon je vais pas lui dire tes cours c'est pas possible, hein. Mais en gros je vais lui expliquer que voilà, moi j'ai été décrocheuse, j'ai été phobique scolaire, phobique sociale et c'est compliqué pour moi d'assister à un cours en général. Donc ça je vais le faire. Après pour m'écouter moi, c'est vrai qu'avant j'avais tendance à refouler mes émotions, donc je les laissais pas sortir. Par exemple quand j'étais stressée je me disais hop c'est pas grave on y va, et c'est ce que je fais encore un petit peu maintenant. Mais j'essaie de plus m'écouter. Par exemple, je prends l'exemple du travail. Je travaille beaucoup et avant, j'avais pas ce recul de me dire mon corps va lâcher. C'est déjà arrivé mon année de bac où mon corps a complètement lâché, j'arrivais plus à rien. J'arrivais pas à écouter les petits indices que mon corps m'envoyait. Alors que maintenant, comment je suis plus à l'écoute de moi-même, ça c'est compliqué, mais c'est vrai que par le biais de mon corps, j'arrive à ressentir quand faut que j'arrête, quand faut que je laisse sortir mes émotions, quand faut que je les garde, Enfin, c'est une question d'entraînement, d'expérience en fait. Toujours l'expérience. Finalement, c'était pas tant le contenu scolaire qui posait problème que la gestion des émotions. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été proposées ou des espaces de parole qui t'ont été donnés qui auraient pu t'aider? Moi, je voyais une psy. Et mine de rien, parce qu'on caricature beaucoup le psy, genre
oh, tu vas voir un psy, t'es fou, ou tu vas voir un psy, t'es pas bien, machin. En fait, pas du tout. Tu peux aller voir un psy juste pour avoir une espèce de parole et être écouté et avoir un retour sur ce que tu ressens, etc. Et c'est super intéressant. Et du coup, je pense qu'il faut un peu dédramatiser le psy et y aller en fait quand on a besoin, enfin quand on se pose des questions tout simplement. Parce que c'est un espace de parole, c'est un espace d'écoute qui fait vachement de bien. Enfin, moi je sais que parler et être entendu, écouter, avoir un retour sur tout ce que je vivais, ça me permettait de prendre du recul et ensuite d'aménager un peu tout ce que je ressentais, quoi. Et t'as toujours eu confiance dans les psys? Ah non, pas tous. En fait, il faut le sentir. Moi, je sais que j'ai jamais hésité à changer de psy. Parce que si on se sent pas à l'aise avec un, on lui dit et on va voir un autre et on essaie et ça passe ou ça casse. Après, c'est un feeling, entre guillemets, la façon de faire aussi qui est pas la même en fonction des psys et qui change, mais faut trouver ce qui est adapté à nous. Ouais, après, quand je trouvais le bon psy, j'avais totalement confiance et j'étais vraiment bien. Mais c'est vrai que la démarche d'aller voir un psy, ça peut faire peur parce que c'est impressionnant, parce que c'est un psy, alors... Ou ça peut être juste ras-le-bol, parce que grosse défiance, et puis parce que ras-le-bol d'avoir vu trop de pédopsies, sophrologues, hypnothérapeutes, enfin tout le type de personnel que tu peux côtoyer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre? Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as ressenti aussi? Je suis passée par là. J'ai eu un moment où justement je voulais plus voir personne parce que ras-le-bol des psys, ras-le-bol des psychiatres, ras-le-bol de tout le monde, de voir 1000 spécialistes qui donnent zéro solution, il y a un moment stop. Mais en fait, je pense que c'est un passage, le refus, c'est vraiment une étape. Mais maintenant, avec le recul, je pense que quand même, cet espace de parole, il est entre guillemets indispensable. Mais à partir du moment où tu le souhaites, c'est-à-dire qu'il va pas être utile si on t'oblige à aller voir un psy, tu vois. Alors là, ça va servir à rien parce que ça va être de la frustration, comme pousser quelqu'un à aller en cours. Ça revient même, tu pousses quelqu'un à aller voir un psy, il va pas avoir envie de parler à quelqu'un parce que c'est une obligation. Et quand on est jeune, ado, les obligations, c'est compliqué. Du coup, non, c'est vrai que faut le vouloir. Et il faut, je pense, avoir un peu de recul déjà sur sa situation pour pouvoir faire la démarche d'aller voir un psy. Et en attendant, moi, ce que je faisais pas mal, c'est que j'écrivais. Parce que ça permet de sortir, de relire, d'avoir des traces. Donc, quand on est calmé, par exemple, moi j'écrivais beaucoup en état de crise. Quand j'étais en crise, j'écrivais des pages. Et 2, 3, une semaine plus tard, je reprenais, je relisais. Et là, je mettais le doigt sur « Ah tiens, il y a ça. » Et ça me permettait de prendre du recul sur la situation que j'avais vécue 1 ou 2 jours avant ou plus d'une semaine, ça dépend. Et de voir sur quoi je pouvais travailler. Mais je le faisais en autonomie et j'avais pas de psy derrière, etc. Et si vraiment on veut pas avoir de psy, on peut essayer de faire ça. Ou même, tout bête, hein, mais... j'ai un ami qui me disait ça, le matin quand il va en cours, il passe par un endroit où il y a quasiment personne, il a sa musique dans les oreilles et il crie, et ça lui fait du bien, parce qu'il évacue. Donc en fait, je pense que si on veut pas avoir un psy ou quoi, il faut trouver des petits moyens pour évacuer le trop-plein qu'il y a en nous, quoi.